Alors bonjour à tous, bienvenue sur ce dernier webinaire du cycle 321 RE 2020 qu'on avait commencé au printemps. On avait dû reporter ce webinaire dans l'attente des textes. Maintenant, comme vous le savez tous, les textes ont été publiés dans le courant de l'été en août. Et on va donc vous parler aujourd'hui donc avec Maxime, notre responsable technique chez CP Bonjour. France. Yacine au support technique, Bonjour à tous. chez SIP, et puis Patrick Corrales du CSTB. Bonjour Patrick. Bonjour. Donc aujourd'hui, on parle des exigences. Donc Patrick, tu commenceras en nous parlant du calendrier des textes qui viennent d'être officialisés. Et ensuite, Maxime et Yacine, vous nous parlerez des exigences réglementaires, des évolutions et des nouveautés réglementaires. Il y aura un petit point sur l'attestation au dépôt de PC, ce qu'on en sait aujourd'hui. Et puis, on parlera de la partie mise en pratique avec le rappel du flux OpenBeam pour réaliser une étude RE 2020, tout ce qu'on a déjà vu beaucoup dans les webinaires précédents. Et puis on partira sur une démonstration. Donc aujourd'hui de CIPterm RE 2020 qui est publié depuis fin juillet dans la version 2022 des logiciels CIP. Et on parlera en fin de présentation du cas de Elodie, sur où est-ce qu'on en est pour la partie carbone. Voilà, c'est à peu près tout. Avant de vous laisser avec Patrick, Maxime et Yacine, simplement répéter qu'effectivement, si vous avez des questions pendant la présentation, des doutes, n'hésitez pas à le commenter en indiquant envoyer à tout le monde. Vous écrivez, donc ne faites pas envoyer à hôte et panélistes, mais plutôt envoyer à tout le monde. Comme ça, tout le monde profite de la lecture de votre question et on y répondra dans l'ordre à la fin, lors de la session de questions-réponses. Mais voilà, prenez soin de l'envoyer à tout le monde pour que tout le monde puisse l'identifier à la question quand on y répondra en fin de session. Eh bien, c'est à toi, Patrick. Ouais. Donc, on va reprendre les éléments de calendrier qu'on a à disposition aujourd'hui. On n'a pas encore tout, mais on a les éléments principaux. Donc, depuis début juillet, le CSTB a mis à disposition des éditeurs de logiciels le moteur de calcul pour les logements, donc pour les premiers clés d'usage. Ce qui va permettre aux éditeurs de logiciels de faire leurs autocontrôles sur leur soft. Durant cet été, les textes officiels, ils ont été publiés, donc pour l'usage d'habitation, et les textes consultatifs pour les bureaux et l'enseignement sont partis en consultation. Donc courant octobre, alors là c'est pas indiqué, mais courant octobre, fin octobre, le CSTB fournira aux éditeurs de logiciels le matériel informatique pour les usages bureaux et enseignement. Et fin 2021, normalement l'État publiera les textes officiels pour ces deux usages. Et la rentrée en application de la RE 2020 pour donc l'habitation, les enseignements et les bureaux, c'est prévu pour non, pardon, excusez-moi, je dis une bêtise. Pour les usages d'habitation, c'est prévu pour le 1er janvier 2022. Et en juin 2022, on fera une évaluation en bonne et due forme des logiciels RE 2020. Et normalement, au 1er juillet 2022, les bureaux et ça sera applicable pour les bureaux et l'enseignement. Si je dis pas de bêtises, mais comme c'est dans 6 mois. Alors, Enregistré. Hein. Oui. Les textes, donc les textes de la RE 2020, donc les arrêtés et les exigences de la méthode qui ont été publiés au 04/8/21. Donc voilà, vous avez les références là dans les slides qu'on va vous fournir normalement après le webinaire. Et le décret et les méthodes qui sont parus au 29/7/21. Donc et normalement, vous avez toutes les références. Hein, ouais.
Ouais. Oui, de toute façon, ils sont disponibles. Ils sont disponibles, ces deux textes. ouais. Du coup, hop, Donc, je vais relaisser la main pour le contenu de tout ça. Je vais vous laisser la main pour expliquer. Donc pour la partie donc des exigences réglementaires, donc pour la RE, donc là on va bien parler des textes qui sont publiés donc sur les parties logement. Donc il y a 6 indicateurs de résultats. Donc il y a les indicateurs au niveau de la partie énergie avec le BBio, donc qui reste la même définition, qui varie un peu, mais on est sur un besoin bioclimatique comme calcul RT 2012. Le CEP, donc, qui sera la consommation en énergie primaire, et le CEPNR, consommation en énergie primaire non renouvelable. Donc, on aura ces 3 indicateurs-là à vérifier pour la partie énergie, donc avec les logiciels CIP dans CIPterm RE 2020 en indicateur énergie de résultat. Au niveau de la partie carbone, on aura donc l'indicateur IC énergie, donc qui est l'impact sur le changement climatique des consommations d'énergie. Donc, suite au calcul du CEP, on calcule l'impact de ces consos sur le changement climatique. Et donc, IC construction, donc l'impact sur le changement climatique associé aux composants du bâtiment, donc avec la mise en œuvre sur le chantier. On pourra vous envoyer le PowerPoint en corrigeant les deux. Donc voilà pour la partie carbone au niveau des indicateurs donc de résultats. Et puis on aura également confort d'été, donc le degré heure, DH. C'est durée et intensité des périodes d'inconfort dans le bâtiment donc sur une année. Donc la partie énergie et la partie confort d'été, ce seront des indicateurs calculés et vérifiés dans CIPterm RE 2020. La partie carbone, ce sera un indicateur vérifié dans Elodie by ICP, mais sachant que l'IC énergie, on va aussi l'intégrer dans CIPterm RE 2020. Donc l'indicateur IC énergie sera aussi calculé dans CIPterm RE 2020. En fait, IC énergie sera calculé dans les deux outils pour avoir pour l'utilisateur, le bureau d'études, il soit possible de vérifier IC énergie dès la phase du calcul des consommations et pas juste arriver dans l'analyse de cycle de vie et se rendre compte que c'est non conforme. Donc voilà les indicateurs de résultats que l'on va. On va avoir également d'autres indicateurs avec les quarts de calcul, donc eux qui n'ont pas d'exigence, donc ces bâtiments, qui est l'impact sur le changement climatique du bâtiment. Donc c'est la somme des composants IT construction et IC énergie. Donc IC construction, IC énergie qu'on aura vu juste avant. Stock C, ça c'est carbone biogénique stocké pendant la vie d'un bâtiment, donc ce sera également juste un indicateur. Et l'indicateur donc IC de 3 à 13 qui est l'impact sur le changement climatique associé à des données environnementales par défaut et des valeurs forfaitaires dans l'évaluation du bâtiment. Donc en fait, en fonction des fiches FDES choisies, on aura donc quand ce seront des fiches FDES avec des données environnementales par défaut ou des valeurs forfaitaires, on aura donc également un indicateur qui sera calculé. Donc ça, c'est juste des indicateurs calculés, il n'y a pas d'exigence au niveau de ces trois indicateurs-là pour le moment. Les exigences, elles étaient bien sur les 6 indicateurs précédents que je vous ai montrés. On va passer ensuite donc sur la partie donc toujours des exigences, mais avec des exigences de moyens. Yacine, je te laisse partager ton écran directement, ce sera plus simple pour passer les différentes slides. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Nickel. C'est bon? Ouais. Donc du coup ici on est toujours dans les exigences réglementaires, on est dans les exigences de moyens, avec ici une vérification de performance après travaux qui consiste en exigence d'étanchéité à l'air. Donc pour les maisons individuelles ou accolées, on doit être inférieur ou égal à 0,60 m3 par mètre carré de parois déperditives. Pour les bâtiments collectifs, ici on doit être inférieur ou égal à 1 m3 par mètre carré et c'est identique à ce qu'on a déjà au niveau de la RT 2012. Pour l'isolation thermique des parois séparant les locaux à occupation continue et discontinue, on doit avoir un coefficient de transmission thermique U inférieur à 0,36 watts mètre carré Kelvin et c'est également ce qu'on retrouve dans la RT 2012. Donc ça ne change pas. Pour ce qui est des ponts thermiques, on va avoir une nouvelle exigence ici qui va être en le respect d'une température de surface
au nu intérieur, au droit du nu intérieur de l'isolant qui doit être supérieur à 15 degrés en conditions hivernales. Ça, c'est nouveau pour, sur la RE 2020. Mais on a également une autre vérification. Donc, on vérifie soit la première, soit les deux qui sont le ratio de transmission thermique, un ratio psi, qui doit être inférieur ou égal à 0,33 watts par mètre carré de surface ici par Kelvin, ainsi que le coefficient de transmission thermique, le psi-nef, entre le plancher intermédiaire et les murs donnant sur l'extérieur ou un local non chauffé, qui doit être inférieur ou égal à 0,6 watts par mètre linéaire Kelvin. Dans la RT 2012, on retrouve un ratio psi qui devait être inférieur à 0,28 et un psi-nef inférieur ou égal à 0,6. Donc ici, on a un petit changement par rapport à la RT 2012. Le ratio psi passe de 0,28 à 0,33. Donc ici, pour cette exigence, soit on respecte la première, avec une température supérieure à 15 degrés, ou la deuxième. Pas obligé de respecter les deux. Pour ce qui est de l'accès à l'éclairage naturel, on est ici, on va vérifier, la surface totale des baies doit être supérieure ou égale à 1,6 de la surface de référence, comme c'est le cas au niveau de la RT 2012. Sinon, on peut vérifier l'exigence qui va être pour, ici va être le respect des exigences, on en a 4. Donc, un niveau d'éclairement d'au moins 300 lux sur 50% des locaux, au moins 100 lux sur 95% des locaux, au moins 300 lux sur 50% des locaux, là on a en répétition ici je pense, ou dans au moins une pièce principale au sens de l'article R111.1.1 ici, l'occupant à une distance de moins 1 mètre de la façade. Donc on vérifie soit la première qui est la même pour la RT 2012, soit la seconde ici, on vérifie, c'est le confort. Pour ce qui est du confort d'été, donc on a ici à l'exception des baies des locaux occupation passagère, les baies doivent avoir un facteur solaire inférieur ou égal au facteur solaire défini en fonction de la zone géographique, de l'altitude, de l'exposition et de l'orientation des baies. Donc pour plus de détails, je vous invite à consulter l'arrêté pour voir le tableau avec tout le détail. Donc les valeurs changent par rapport, bien sûr, à la RT 2012. Ensuite, on doit avoir les baies d'un même local, autre qu'à occupation passagère, qui doit s'ouvrir sur au moins 30% de leur surface totale. Cette valeur de 30% est ramenée à 10% pour les locaux ayant une différence d'altitude entre le point le plus bas de l'ouverture, la plus basse, et le point le plus haut de l'ouverture, la plus haute, et qui peut être supérieur, qui doit être supérieur ou égal à 4 mètres. Si on a cette condition-là, les 30% sont ramenés à 10%. Ensuite, ici, on va passer aux évolutions et aux nouveautés réglementaires. Évolution par rapport à la RT 2012 et nouveautés qu'on va voir de nouveau au niveau de la RE 2020. Donc, les évolutions de la RE 2020, on va retrouver ici la surface de référence qui évolue. Donc, la surface SRT pour le résidentiel est remplacée par la surface habitable, comme on dit la CHAB, et pour la surface utile, pour le tertiaire. Ça, c'est des évolutions par rapport à la RT 2012. Pour les scénarios météorologiques, on a une actualisation des années de référence et la modification de 2 stations météo, à La Rochelle qui est remplacée par Tours et Nice par Marignane. Donc ça, c'est des changements par rapport à la 2012. On a également l'insertion d'une séquence caniculaire dans le scénario météo conventionnel pour le calcul du confort d'été. Ensuite, nous avons ici, en termes d'évolution, les paramètres d'évaluation des consommations qui évoluent par rapport à la RT 2012. Donc, en plus des 5 usages de la RT 2012, on aura, en plus de ça, la consommation d'électricité nécessaire au déplacement des occupants à l'intérieur du bâtiment, pour les équipements, ascenseurs, escalators par exemple, la consommation d'électricité pour les parkings au bâtiment, pour l'éclairage et la ventilation. Et enfin, on aura la consommation d'électricité des circulations en logement collectif pour l'éclairage. Donc ça, ces 3 parties-là vont s'ajouter aux 5 usages de la RT 2012. Ensuite, nous aurons ici les scénarios besoins énergétiques BEBIO. Donc le principe, comme l'a dit Maxime tout à l'heure, le principe de calcul du BEBIO est le même,
mais avec des exigences qui vont être renforcées. On a également la prise en compte systématique des besoins de froid dans le calcul du BBio, même si vous ne mettez pas de froid sur votre projet. Un calcul sera systématiquement réalisé. Au niveau du coefficient de conversion en énergie primaire, ici, pour l'électricité, on passe de 2,58 à 2,3. Et pour la conversion du CO2, ici, on passe de 210 grammes par kilowattheure à 79 grammes par kilowattheure. Conversion CO2 de l'électricité, bien évidemment. Pour ce qui est des nouveautés, donc ça, c'est des nouveautés qu'on n'a pas vues en FT 2012 qui sont là en RE20. Pour le coefficient de modulation associé à la fixation des exigences, on a de nouveaux coefficients de modulation que je vous invite à consulter au niveau des arrêtés pour avoir plus de détails. On a également une nouveauté au niveau du confort d'été, avec un nouvel indicateur de confort d'été qui va être DH, le degré heure d'inconfort qui va être calculé. On a également une approche du confort d'été. C'est-à-dire qu'ici, on aura un calcul de climatisation fictive avec un fichier météorologique caniculaire pour les bâtiments dans le DH, le degré heure d'inconfort supérieur à 350 degrés heure, ici. Ensuite, toujours dans les nouveautés, on a une nouveauté au niveau de la perméabilité à l'air. On a les pénalisations des valeurs de la perméabilité à l'air en cas de mesure par échantillonnage. Mais aussi, on a une nouveauté au niveau de la protection solaire. Le garde-fou pour les protections solaires est étendu à l'ensemble des baies. Alors qu'avant, c'était que pour les baies dans les locaux de sommet. Donc là, c'est toutes les baies, sans exception. Et pour finir, on a ici l'attestation au dépôt du permis de construire, Code de la construction de l'urbanisme, article R111-20, décret numéro 2010-269 du 26 octobre 2010, article 1. Donc tout est bien défini au niveau de cet article-là, tel que les bâtiments nouveaux ou les parties nouvelles des bâtiments doivent respecter certaines conditions, telles que le besoin conventionnel en énergie d'un bâtiment ne doit pas dépasser une valeur maximale. Pour certains types de bâtiments, la température intérieure conventionnelle atteinte en été doit être inférieure ou égale à la température intérieure conventionnelle de référence. La méthode de calcul du besoin conventionnel en énergie d'un bâtiment, pour respecter cette méthode-là. Et enfin, la valeur du besoin maximal en énergie. On doit respecter à minima ces conditions-là. Pour plus de détails, je vous invite bien évidemment à consulter cet article du Code de la construction et de l'urbanisme. Ensuite, on a l'article R111-20-1, toujours du décret numéro 2012-269, du 28 février 2020, article 8, la production d'un document attestant de la prise en compte de la réglementation thermique, définie dans l'article R111-20, et en particulier la prescription concernant les besoins conventionnels en énergie, bâtiment pour le chauffage et le refroidissement et l'éclairage, mais également les prescriptions sur les caractéristiques thermiques intervenant dans la performance énergétique du bâtiment, qui sont mentionnées dans au 1 du 2 de l'article R111-20. Cette attestation doit être jointe à la demande du permis de construire dans les conditions prévues au J de l'article qui est mentionné ici du Code de l'urbanisme. Concrètement, tous les détails sont au niveau du Code de la construction et de l'urbanisme. Et donc là, on a fait le tour normalement sur les évolutions, les nouveautés de la RE 2020. Donc Maxime, si tu veux reprendre la main. Je reprends la main et du coup, je vais vous repartager donc mon écran. Tu me dis yes. Là, c'est bon. Sur la suite. Donc, rappel du flux, donc OpenBIM et RE 2020. Donc, pour ceux qui ont déjà suivi les webinaires avec nous, les précédents webinaires du cycle, ici, vous aurez donc les rappels du flux que l'on a déjà vu. Alors, juste une précision par rapport aux exigences et les nouveautés qu'a présenté Yacine. C'était donc très axé calcul volet énergétique, puisque à la suite, on va faire donc la présentation de type et terme RE 2020.
Pour la partie carbone, bah, tout est nouveau au final au niveau réglementaire, hein. Mais pourquoi pas, on pourra le détailler quand on fera un webinaire bonus, on va dire, sur Elodie. Donc, le rappel du flux ici. Donc, le principe, hein, au départ, donc j'ai un modèle architectural 3D. Ce modèle architectural 3D, bah, je vais l'envoyer vers un logiciel de simulation énergétique pour le volet énergétique donc, de la réglementation. Ce modèle architectural 3D et le résultat de la simulation énergétique vont être envoyés ensuite vers l'analyse de cycle de vie, donc pour la partie volet carbone, hein, avec, donc, dans notre cas, simulation énergétique par Cipeterm RE 2020 que je vous montre juste après, et l'analyse de cycle de vie avec Elodie by ICP, hein, qui sera adaptée pour la RE 2020. Donc, on aura ainsi l'étude complète, donc volet énergétique et volet carbone de la nouvelle réglementation. On pourra donc démarrer le modèle énergétique, démarrer le modèle architectural avec des plans 3D, démarrer le modèle architectural 3D avec des plans 2D. Désolé. Ces plans 2D qui pourront également alimenter manuellement l'analyse de cycle de vie, puisque le modèle architectural ne contiendra pas forcément toutes les infos pour le maîtrise de l'analyse de cycle de vie, notamment la parcelle ou ces choses. Donc, la partie Elodie, hein, contiendra à la fois d'une récupération de maîtrise d'un modèle 3D ou d'un maîtrise manuel qu'on pourra récupérer d'un plan 2D sans problème. Et tout ce flux de travail, bien sûr, il est mis en place grâce à la plateforme collaborative beamserver.center, hein, qui permet donc l'import, l'export de modèles IFC, la synchronisation de ces modèles en cas de changement. Donc, ce qu'on vous a déjà présenté, je pense, dans les webinaires précédents. Et donc ici, place maintenant à la démonstration. Donc, je vais vous présenter donc le logiciel Cipeterm RE 2020, Elodie, pour la prochaine fois, sur donc un petit projet de maison, puisque là, la réglementation va s'appliquer, hein, pour commencer au logement. Donc ici, j'ai un petit projet qui est déjà fait. Je viendrai sur ce projet terminé tout à l'heure. Donc, le projet, sur mon compte beamserver.center, j'ai un projet ici, projet que j'ai appelé webinaire RE 2020, dans lequel j'ai mis uniquement un modèle architectural. Modèle architectural, hein, qui est réalisé avec Revit, Archicad, Allplan, IFC Builder, Ciper Architecture, ceux que vous voulez comme modeleur à partir du moment où ils permettent de générer de l'IFC au format IFC4, avec les éléments constructifs standards, hein, détaillés par la norme IFC. Et donc, ce modèle, en fait, je vais l'importer dans Cipeterm RE 2020. Donc, ici, je vais créer un nouveau projet. Je vais l'appeler webinaire à la date d'aujourd'hui. On est le 8/08/09/2021. Et donc, dans ce projet, je vais dire au logiciel que je souhaite sélectionner un projet sur la plateforme. Donc, je vais prendre webinaire RE 2020. Je vais accepter. Et il va m'importer du coup dans un nouveau projet, donc le modèle 3D que l'on retrouve à ce niveau. J'accepte à nouveau. Alors là, on a du coup une petite fenêtre, hein. Donc le logiciel, on intègre différents produits d'industriels fabricants, Midea, Airzone, Shock. Et puis, comme c'est bien précisé, hein, cette application, pour le moment, c'est vraiment une préversion, c'est-à-dire qu'on a encore des modifications à faire dans l'interface logicielle. D'ici à ce que la réglementation soit applicable, le logiciel ne va pas cesser d'évoluer pour être optimisé, pour que les bureaux d'études, vous optimisez votre travail avec ces outils. Donc là, j'ai l'import de la maison qui se fait. Et par rapport au logiciel Cipeterm RT 2012, pour ceux qui l'utilisent, on va retrouver 3 onglets. On avait déjà 3 onglets dans Cipeterm RT 2012. Il y avait un onglet plan qui permettait de voir le bâtiment en 2D. Là, on a un nouvel onglet qui est l'onglet conception. Cet onglet conception, en fait, va me permettre de récupérer donc le modèle 3D que vous voyez ici, donc de ma maison, et en fait, directement, à partir de cet onglet conception, de venir générer le modèle analytique. Donc, par exemple, si peu importe d'où soit issu ce projet de maison, en fait, cet onglet conception va me permettre de gérer le modèle analytique, c'est-à-dire d'ajouter au modèle architectural les éléments manquants, donc notamment les arêtes, pour pouvoir ensuite faire un traitement de pont thermique correct dans l'étude RE 2020. Donc en fait, ici, la partie conception, c'est vraiment générer le modèle analytique. Et une fois que j'aurai généré, je pourrai passer dans l'onglet projet, parce que je sais que mon modèle analytique contiendra l'ensemble des éléments nécessaires
qui me seront utiles pour faire l'étude RE 2020. Si en amont, on n'a pas de modèle 3D, ce n'est pas gênant. Ici, dans la partie conception, j'ai un bouton qui est modélisation architecturale qui me permettrait de créer un modèle 3D. Donc, en fait, directement, depuis CIPETERM RE 2020, on peut importer un modèle 3D, ce que je viens de faire, ou on peut créer son modèle 3D dans l'outil ici. Donc là, j'ai mon modèle architectural. Je vais demander au logiciel de générer donc, le modèle analytique. Donc, il va récupérer en fait l'ensemble des locaux qui ont été mis en place. C'est un prérequis. Il faut bien que l'architecte qui le dessine, ce modèle, ait mis en place différents locaux. À partir du modèle, donc, je vais lui demander de me générer les surfaces extérieures, les arêtes, les surfaces des masques solaires. Et par contre, je ne vais pas lui demander ici d'utiliser les contours des locaux. Parce qu'en fonction de comment la personne qui m'a fait la maquette a positionné les locaux, les surfaces de ces locaux et les volumes, les contours peuvent être plus ou moins bien définis. Donc ici, je vais demander au logiciel de me redéterminer donc, tous ces contours. Et on a le logiciel, donc, le calcul qui se lance ici. Et là, j'ai une superposition de mon modèle architectural et de mon modèle analytique. Donc, avec les options de capture, je vais faire disparaître le modèle architectural. Et là, on se retrouve avec uniquement donc, un modèle analytique que l'on voit apparaître. Donc, et dans ce modèle analytique, j'ai accès aux surfaces. Donc, par exemple, ça, c'est le nom de la surface tel qu'il a été mis par l'architecte dans son modèle. C'est une surface opaque qui va donner sur la mezzanine d'un côté, sur l'extérieur de l'autre. Et on a ces caractéristiques. Je vais avoir la même chose avec les arêtes. Par exemple, hop, ici, là, j'ai une arête que je vois apparaître. Donc, ici, on voit les lignes oranges, en fait, qui représentent l'ensemble des arêtes du projet. Donc, ici, j'ai également une arête qui apparaît. Donc, le fait de générer le modèle analytique, ça a permis de redétecter les surfaces, redéterminer les contours des locaux et puis générer les arêtes. Et on retrouve ici, par exemple, les différents locaux à gauche, avec l'ensemble des éléments qui composent les locaux ici. Donc ici, ce que l'on peut retrouver, c'est que s'il manque des éléments, on peut recréer des surfaces, recréer des arêtes. On a la main pour alimenter le modèle analytique si on le souhaite. Et une fois que j'ai mon modèle analytique, je vais pouvoir passer dans la partie projet. Et dans cette partie projet, là, je vais récupérer en fait l'ensemble des éléments du modèle analytique. Donc, on retrouve une partie projet qui ressemble à l'interface actuelle de CIPETERM RT 2012. Dans les données de projet, je vais pouvoir choisir le département, je vais pouvoir choisir le type de calcul, BBio ou BBio CEP et degré heure. Je vais pouvoir renseigner donc, les données avec les différents intervenants. Et par contre, l'interface en dessous va se diviser en deux parties. Une partie bibliothèque dans laquelle je retrouve en fait l'ensemble des éléments qui ont été mis en place sur le projet, donc les locaux, les surfaces, les baies, les arêtes. Et une partie projet dans laquelle je passerai juste après, dans laquelle je retrouverai chaque élément avec son emplacement précis donc, sur le projet. Et ici, on a toujours en actif une vue 3D. C'est-à-dire que là, je peux interagir avec cette vue 3D et cliquer directement sur des surfaces, sur des arêtes à l'intérieur de cette vue 3D. Alors, pour vous montrer un petit peu comment se fait la caractérisation, donc, par exemple, si je prends le garage ici, hop, ça va se passer dans la partie centrale de ma fenêtre. Ici, je vais ici, par exemple, importer. Donc là, on va retrouver pour les utilisateurs qui utilisent actuellement nos outils pour le calcul RT 2012, on va retrouver la même chose. Donc là, je peux caractériser l'ensemble de mes locaux. Alors, je vais le faire rapidement. Je ne vais pas bien le faire d'un point de vue étude thermique, mais je vais le faire. Et vous voyez, ça fait disparaître les petits trois rouges. L'objectif, c'est de ne plus en avoir au niveau donc, de notre projet, par exemple. Là, j'ai caractérisé l'ensemble de mes locaux. Et puis ensuite, je peux passer donc, sur les autres éléments. Donc, on a notamment les surfaces. Alors, je ne vais pas tout faire. Je vais faire un mur. Ici, j'ai un mur avec de l'enduit, du bloc béton. Avec le plus, je vais pouvoir créer une couche. Donc, si j'ai les données de l'enduit, je les renseigne. Ici, si je ne les ai pas, on pourra venir ensuite piocher dans une bibliothèque. Par exemple, hop, un bloc béton. On va dire que c'est celui-ci. Il fait 20. Là, et puis, je peux ajouter ma laine de verre, je crée le mur complet. Donc, dans le modèle architectural, on me dit que la laine de verre, elle fait 12. Donc, 2, par exemple. Je vais changer la couleur, la trame. Voilà. Et puis, pour finir, donc la plaque
de plâtre. Donc ça, c'est exactement ce que l'on retrouvait dans Cipeterm RT 2012. Et là, donc, j'ai fait, on va dire, mon mur. Donc, on voit l'aspect, on voit les caractéristiques thermiques de mon mur apparaître ici. Et si je veux, directement avec l'outil attribut, je peux dire, ce mur que j'ai créé, je vais l'attribuer à celui-ci, à celui-ci, à celui-ci, j'accepte. Et en fait, avec un, ça m'en caractérise en réalité tous les autres. Et par exemple, celui-ci, c'était juste enduit et bloc béton, hop, j'efface la laine de verre, j'efface le plâtre. Celui-ci, il n'y a pas l'enduit, je l'efface. Et sur l'autre, il n'y a que le bloc béton, j'efface tout ce que je veux pas. Donc, on a une optimisation qui a été faite ici par rapport à Cipeterm RT 2012 pour la gestion des éléments constructifs. Je vais retrouver la même chose avec les fenêtres. Ici, si je veux prendre une fenêtre, je vais venir renseigner des caractéristiques thermiques. Donc, j'ai le choix entre le par composant ou global en fonction de la fiche technique que je vais avoir de ma fenêtre. Avec par composant, je renseigne le vitrage, la menuiserie, l'accessoire à ce niveau-là. Et puis ensuite, on va retrouver donc les différentes arêtes de notre projet. Et sachant que là, je suis sur une fenêtre, alors je ne voulais pas montrer, mais on voit apparaître en orange l'emplacement de la fenêtre partout où elle est sur le modèle 3D ici. Et quand on clique sur un élément, si je clique sur ce morceau de mur, par exemple, j'ai accès donc au mur, donc le nom, on sait qu'il donne dans la chambre 1. On a ses caractéristiques de surface, de géométrie, on va dire, et on a l'accès à la description de la typographie, de la typologie, de celui. Donc, on a directement les infos soit dans les menus à gauche, soit dans la petite vue 3D, donc sur la droite. Et au niveau de cette vue 3D, je peux choisir de travailler avec le rez-de-chaussée. Donc, j'ai des vues ici que je peux tourner, donc de mon rez-de-chaussée, de mon R+1 ou de ma toiture, de ce que je souhaite voir, sélectionner ou autre au niveau de mon projet. Donc, par exemple, si je prends cette cloison au niveau 1, voilà, j'ai les caractéristiques donc, de la cloison directement. J'ai la cloison de la chambre 3, qui est intérieur et qui donne de l'autre côté sur la salle de bain du R+1. Donc, on a bien cette notion d'adjacence qui apparaît, qui est modifiable si on veut également. Ensuite, ici, on va passer donc, sur la partie projet. Alors, comme je vous disais, ici, je vais passer rapidement, mais sur les arêtes, on n'a que certains types. La partie arête, c'est une partie qu'on est en train d'optimiser, vraiment encore au niveau du logiciel. Donc, qui va s'alimenter au fur et à mesure qu'on sortira des mises à jour avec une optimisation de ce traitement d'arête dans Cipeterm RE 2020 par rapport à. Et quand je passe ensuite dans la partie dans la partie projet ici, donc l'onglet projet de l'onglet projet, on va retrouver donc notre projet avec le bâtiment. Donc j'ai mon bâtiment 1, j'ai ma zone. Au niveau de ma zone, je vais pouvoir renseigner l'usage, je vais pouvoir renseigner les différentes hauteurs. Alors, on a des petites calculatrices, par exemple ici, donc qui va prendre connaissance de mon modèle et puis recalculer, c'est ce que je viens de faire. Renseigner le nombre de logements. La surface de référence, soit je la renseigne, soit elle est déterminée du coup ici par le logiciel. Et puis dans cette zone, j'ai mon groupe qui apparaît. Donc je retrouve les différentes surfaces, les différents éléments. Pour les hauteurs, j'ai toujours mes petites calculatrices qu'on a ajoutées qui vont permettre de calculer donc, la surface, la perméabilité à l'air, le composé de logement. Donc là, on est sur des panneaux similaires à ce que l'on avait dans Cipeterm RT 2012 et on va retrouver ensuite donc l'ensemble des locaux en dessous. Et pour chaque local, si je prends la chambre, j'ai les surfaces qui composent la chambre. Donc, ma chambre, je vais prendre la vue 3D dans la petite vue. Donc là, j'ai les deux caractérisés. Je vais juste mettre une couche. Logiciel. Et voilà. Donc là, j'ai le premier pan, le deuxième pan. Et je vais retrouver ensuite l'ensemble des parois extérieures donc, de mon mur. Et parfois, il y a un petit plus parce que dans le mur, il y a une fenêtre ici. Donc, on a les différents éléments qui vont apparaître. On a les arêtes également qui apparaissent. Et là, au niveau, donc, on trouve l'ensemble des arêtes du local. C'est pas très visible actuellement, mais on a le petit logo à gauche, il est soit grisé, soit bleu. Quand il est bleu, ça veut dire que l'arête est un pont thermique. Quand il est grisé, ça veut dire que l'arête n'est pas déperditive, donc elle ne sera pas prise en compte au calcul. On a ici déjà un traitement qui a été fait de façon automatique en fonction de si la bibliothèque, le local, il est chauffé ou il ne l'est pas. Donc on va retrouver ça au niveau des différentes arêtes pour les différents logos. Donc là, voilà on a donc au niveau de l'interface pour la saisie du bâti. Alors, je vais vous ouvrir le même projet, mais qui est terminé.
donc, ce même projet de maison, donc, où on a renseigné dans la partie bibliothèque l'ensemble des caractéristiques donc, de mes éléments. Et dans la partie projet, du coup, on est venu renseigner l'ensemble des éléments. Donc, on a dans cette partie projet la main pour créer ce que l'on veut également. Si je souhaite recréer un autre bâtiment, je peux créer ici, par exemple, B2. Et quand je crée B2, B2 vient se mettre en dessous B1. Dans B2, je peux également créer une zone Z2. Donc, le logiciel est également ouvert et je peux créer le groupe ensuite. Donc, par exemple, 21, par exemple. Et en fait, ici, je vais pouvoir faire des assignations au niveau de mes éléments. Donc, j'aurais dû finir par créer B2 directement. En fait, je vais plutôt travailler, excusez-moi, dans le mauvais sens. Donc, je vais passer. Comme toute bonne démo comporte son bug, il vient d'apparaître. Donc ici, je vais d'abord créer le groupe. Ensuite, je vais créer la zone, l'imbrication du cœur de calcul. En fait, je vais créer la zone, par exemple, Z2. Je vais dire que dans Z2, on a le groupe 21. Je vais créer ensuite le bâtiment, donc B2. Et dans B2, j'aurai la zone Z2. Et de cette façon, j'ai mon imbrication qui se crée. Et on peut recréer manuellement de cette façon l'ensemble des éléments que l'on souhaite. Donc, au niveau du logiciel. Donc, j'ai lu mon B1 depuis le modèle IFC, mais j'ai B2 qui peut être créé manuellement directement ici. Ça, je vous l'efface. Et ensuite, donc, on a la partie où on peut recréer des locaux, des surfaces, des baies, des arêtes, manuellement si on le souhaite. Bien sûr, on préconise l'utilisation d'un modèle 3D, c'est quand même beaucoup plus facile pour travailler. Et puis, on a la partie ici qui va être système de génération, c'est-à-dire qu'ici, je vais pouvoir venir créer mon système de génération, donc avec la partie générateur, la partie stockage et le système de génération. Donc ici, j'ai mis une PAC double service sur mon projet avec la partie thermodynamique, l'effet Joule, le stockage. J'en avais deux, je viens d'en effacer un. Et j'ai ici ma PAC double service. Donc on a exactement le système de génération est positionné à un autre endroit par rapport au calcul au logiciel RT 2012, mais on a le même fonctionnement ici. Et puis en haut, on va alimenter petit à petit avec des fabricants. Donc on retrouve directement le fabricant Midea qui est accessible si je veux aller piocher dans sa base de données. Et on a toujours l'accès à la base Edivatic. Et puis pour retrouver ensuite le lien, c'est au niveau du groupe comme tout à l'heure, comme dans CIPETERM RT 2012. J'ai accès au système de ventilation, le système de CS, le système de chauffage et le lien de mon système de chauffage vers mon système de génération va se passer exactement comme ça l'était avec les outils que l'on avait déjà au niveau du calcul RT 2012. On peut également ajouter le parking à ce niveau-là, si on le souhaite. Et puis, la prise en compte de l'ascenseur, alors là, elle est ici au niveau du bâtiment. Le parking, c'est pour le projet, l'ascenseur, c'est pour le bâtiment. Donc, on a ces infos qui peuvent être renseignées à ce niveau-là, au niveau du calcul. Une fois que j'ai terminé, je vais pouvoir cliquer sur calculer et lancer le calcul complet donc, pour la partie volet énergétique donc de la RE. Et on a le calcul qui se lance avec une interface légèrement différente. Là, on vous montre bien qu'on est en train vraiment de solliciter le cœur de calcul du CSTB. Donc j'ai le calcul qui est en cours avec le calcul des degrés heures également qui se réalise. Et une fois qu'on a ce panneau, alors qui n'est pas totalement terminé, qu'il faut qu'on revoie sur certains éléments. Donc, on aura un panneau de cette forme-là avec le descriptif, donc les différentes valeurs. Est-ce que c'est conforme ou non conforme à la réglementation? Et puis, on retrouvera donc les différents récapitulatifs que vous avez ici. Donc, notamment l'étude qui s'appelle pour le moment étude thermique et énergétique, avec donc les petites lignes en vert. Si c'est conforme, en rouge si c'est non conforme, comme c'était le cas donc dans les autres outils. Voilà. Et puis ensuite des vérifications, exigences de moyens, et puis pour finir donc tous les indicateurs qui vont permettre d'optimiser le projet ici, et puis donc dans les indicateurs, les tableaux qui correspondent donc à notre projet donc à ce voilà. Et voilà donc ce qu'on va retrouver ici. Donc on est sur une interface différente puisqu'on a un onglet conception qui a été ajouté, un onglet projet qui se divise en deux parties. Ici, quand mon projet est terminé et que j'ai fait le calcul, je peux exporter ensuite sur
serveur.center le calcul RE 2020 énergie, et en fait, ça va générer le fichier R7 directement sur la plateforme, et le fichier R7 plus le modèle architectural, ça permettra par la suite à l'utilisateur qui fera l'analyse de cycle de vie de la réaliser. Donc là, pour la démo, je vais m'arrêter ici. On va répondre à vos questions. On fera donc, comme l'a dit au début, une petite démo bonus, présentation bonus, quand on aura la version définitive de Elodie by ICP, en ayant le lien, bien sûr, avec ce calcul dans la partie énergie. Bon, Merci aux Maxime. différentes questions qui ont été posées. Merci beaucoup Maxime. Oui, donc effectivement, tu l'annonces, donc là on a montré CIPETERM RE2020, il nous resterait à montrer l'intégration RE2020 dans Elodie qu'on n'a pas encore. Les développements sont encore en cours de finalisation, tant chez nous, chez CIPE, et des échanges avec les équipes de Patrick Corrales au CSTB, puisqu'effectivement Elodie intègre et le cœur de calcul du CSTB comme ENV. C'est justement le cœur de calcul de Elodie. Et donc, il y a des finalisations qui sont en cours et on espère avoir ça pour septembre, cette version Elodie sur la partie carbone. Je vais prendre les questions dans l'ordre de celles qui ont été envoyées à tout le monde. Donc, du coup, les premières questions vont traiter un petit peu de la première partie de la présentation sur les exigences. Et on va essayer d'aller de manière dynamique pour que ça ne s'éternalise pas, mais vous pouvez continuer à poser vos questions sur le chat à tout le monde. Première question, Monsieur Schotterden. L'arrêté du 4 août 2021 ne concerne-t-il pas aussi les bureaux et enseignements, Patrick? Si, je confirme. Ça concerne les bureaux et les enseignements aussi. Nicolas Rabat, ensuite, qui vérifiera la RE 2020, donc les isolants mis en place et surtout la CV, faut-il faire une mise à jour de la CV en fin de chantier? Que fait-on si le calcul ne passe pas par rapport au calcul fait au dépôt de permis? Pour la CV toujours, l'étude doit être faite quand? Au permis, au commencement du chantier, à l'achèvement des travaux? On va peut-être s'arrêter là sur cette question-là, Maxime ou Patrick, comme vous le voulez. Sur La CV, c'est comme l'étude thermique, c'est au dépôt du permis de construire. D'accord. Maxime, tu avais sur le sujet, sur le dépôt de PC? Moi, j'avais juste une attestation au dépôt de PC. Il fallait faire une attestation comme quoi on prenait en compte l'analyse de cycle de vie. Ah, bon. Oui, à vérifier. Oui, a priori, on part sur un engagement sur le fait de respecter le calcul, mais pas forcément encore un calcul détaillé, non, Patrick? Ça reste à préciser, ça peut-être. Ça reste à préciser, je pense. Oui, parce que le texte encore de l'attestation, il parle de la TIC, donc il y a sans doute une actualisation qui sera faite à ce sujet-là, mais pour l'instant, voilà. Mais il nécessite une précision là-dessus. Oui. Mais en tout cas, la vérification, et de la même manière, c'est le sujet du contrôle en fin de chantier, la vérification du sujet ACV. Pour l'instant, il n'y a aucun texte qui on n'a pas d'infos, il n'y a pas d'informaation à ce sujet. Donc, Mais en tout cas, il y a une ACV détaillée à rendre en fin de chantier, tout comme il faut faire un calcul CEP. De toute façon, bien avant le fin de chantier, mais il faut rendre les résultats il faut rendre les résultats. À la phase administrative d'achèvement des travaux. Quoi. Oui. Dans Elodie, l'indicateur LC Construction sera disponible quand? Donc, c'est ce qu'on indiquait, c'est que des travaux sont en train d'être finalisés. On est encore sur la version que vous connaissez pour ceux qui ont pris en main Elodie, qui fait du générique et du E+C-, et la partie RE 2020 arrive courant septembre. Toujours Nicolas Rabat. On n'a pas la même SREF pour la ratio psy. Alors ça, c'était au moment où Yacine nous indiquait effectivement que le ratio psy passait de 0,28 à 0,33. Et il a raison, effectivement. C'est que enfin, si tu veux commenter ça, Maxime ou Yacine. C'est juste que oui, dans l'ordre de nos slides, on a d'abord parlé des exigences avant de détailler les évolutions. Et au final, oui, la surface, on garde un ratio psy par mètre carré de surface de référence, sauf que la surface de référence qui était la SRT va devenir soit la CHAB, soit la surface utile. Donc, on est sur une plus petite surface. Donc, je ne saurais pas juger si
c'est identique en termes d'exigence, c'est plus strict ou moins strict, ce sera à voir en fonction des Au ratio, mais en fait, projets, mais globalement, la modification de 0,28 à 0,33, elle est due au fait que cette surface, surface, comme c'est ça. l'indique Nicolas, est changée. Et pareil, il nous demande si on n'intègre pas les consommations des équipements, machines à laver, frigo, domestiques. Et non. 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 Sébastien Rivet, le DH est à calculer avec quelle année de référence? C'est calculé automatiquement dans le moteur, hein, avec une météo extrapolée sur. Mais c'est pas une année de référence particulière, Non, il n'y a c'est pas une d'année de météo référence. extrapolée pour la zone géographique. Ouais. Caroline Rocheron, dans quel indicateur, alors oui, j'ai pas bien, je sais pas si vous pouvez m'aider, dans quel indicateur entre l'impact des consos et rejets, oui, dans quel indicateur entre l'impact des consos et rejets d'eau? Donc là, on est sur l'analyse de cycle de vie. Pour moi, c'est dans IC Construction, puisque c'est à la fois les PCE et le chantier. Donc, pour moi, conso, par contre, alors, si c'est consommation du chantier, ça rentre dans IC Construction. Si c'est consommation énergétique, ça rentre dans IC Énergie. Et moi, les rejets d'eau rentrent dans IC Construction. Toujours Caroline Rocheron, pour quels indicateurs est utilisé l'ACV dynamique, l'ACV statique? L'arrêté du CATOUT mentionne les deux possibilités. Patrick, peut-être tu. Ouais. C'est les deux en même temps. Ouais. Il y a un indicateur ACV statique et un indicateur ACV dynamique. Ouais. Alors, Nicolas Rabat, alors là, on part on était déjà parti sur la partie logicielle. Alors, combien de projets alors ça, je vais partager l'écran. Combien de projets maison entre 100 et 200 mètres carrés peuvent être mis sur BIM Server dans la version gratuite? On va cette année, j'entends cette année à partir de septembre, travailler beaucoup plus à communiquer sur effectivement les avantages de la plateforme BIM Server, indépendamment de la RE 2020. Donc, je partage en fait ici justement les plans sur bimserver.center. Nicolas, vous avez en haut à droite ce petit bouton avec tous les modules et il y a plan. Et en fait, ici, la version gratuite, que globalement, je pourrais presque dire que 99,5% sont sur ce plan-là actuellement. Donc, c'est gratuit pour 1 giga de stockage, un utilisateur. Donc, ce n'est pas en nombre de projets, c'est 1 giga de stockage. Mais il y a une petite astérix qui perdurera. C'est que les projets ouverts aux demandes de participation ne consomment pas d'espace de stockage de l'utilisateur. Donc, en fait, quand vous créez un projet sur BIM Server, si à partir du moment où vous le rendez ouvert en consultation, il est pas décompté de votre espace. Ouvert en consultation, ça ne veut pas dire que tout le monde peut fouiller et obtenir tous les fichiers. Ça veut simplement dire, par exemple, alors il y a une nouvelle fonctionnalité qui est sympa, on en parle tout de suite rapidement, c'est dans Cartes. C'est tout nouveau, c'est depuis cet été, depuis qu'on a lancé un autre applicatif qui s'appelle OpenBIMsite, et on va avoir la carte à l'international va se nourrir de différents projets sur bimserver.center et du coup vous aurez à préciser latitude et longitude si vous le souhaitez de votre projet sur les différents outils et c'est en fait on voit par exemple un projet qui est ici ouvert en consultation, mais en fait quand on clique dessus tout simplement on arrive sur cet espace mais on ne peut pas on peut rien voir de plus, quoi. Il faut demander à accéder au projet pour pouvoir collaborer, obtenir les IFC, mais on ne peut que visualiser la 3D. Donc c'est ça, et en fait ça décompte pas. Alors le truc rigolo, c'est que si vous mettez longitude, latitude 0, 0, forcément on va avoir plein de projets sur le parvis de Notre-Dame, qui est le point initial géographique de la France. Bon. Hop, je vais arrêter ça, tac. Je continue et on était donc là ensuite sur les démos logiciels. Sébastien qui nous demandait, alors ça veut dire qu'on va arrêter IFC Builder. Je pense Maxime, c'est au moment où tu as pu évoquer le modeleur intégré. Ouais. En fait,
le modeleur intégré que je vous ai montré dans l'onglet conception, si je le lance, j'arrive, c'est IFC Builder. Sauf qu'on a intégré IFC Builder directement dans CPterm RE 2020. Non, IFC Builder restera toujours utile. Si vous avez dans vos bureaux d'études quelqu'un qui fait juste des modèles 3D, il pourra continuer d'utiliser IFC Builder pour que derrière vous puissiez récupérer le modèle 3D dans CPterm RE 2020. On a deux choix, soit IFC Builder en tant que logiciel isolé, soit IFC Builder avec la partie modèle architectural de l'onglet conception de CPterm RE 2020. Alors, je dirais que de toute façon, il y a à préciser des choses, tu sais, sur la migration du modèle IFC vers Elodie. On a des échanges avec les développeurs justement à ce sujet-là. Donc, il y a une nouvelle opportunité qui est qu'on a un modeleur intégré. Mais de toute façon, c'est exactement pareil de commencer d'abord dans IFC Builder ou dans Revit ou dans Archicad. Alors, IFC Builder, on sait, avec une grande stabilité de génération de l'IFC pour les simulations thermiques. Et tout d'un coup, on peut aussi commencer dans Revit, dans Archicad et arriver en CPterm RE 2020 ou CPCAD-MEP, un modèle 3D. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont vouloir, qui continuent à travailler sur CPCAD-MEP en RE 2020. Ils peuvent toujours continuer à faire leur projet sur CPCAD-MEP RT 2012 déperdition, exporter leur IFC et du coup vont pouvoir commencer à faire leurs tests de résultats dans CPterm RE 2020. Donc CPCAD-MEP reste un modeleur IFC tout à fait opportun. D'autant que tous ces IFC externes, après, peuvent être intégrés en Métré pour la partie bilan carbone dans Elodie. Elias Métaux. Alors, je crois que c'est pas public. Ça. J'y reviendrai après. Alors, Djilali, Zerouki, donc le type de format IFC est-il important lors de l'import dans CPterm RE 2020, IFC 4, IFC 2X3? J'ai posé la question en parallèle aux développeurs quand j'ai eu cette question-là. Donc, en principe, il n'y a pas de souci particulier. On peut digérer de l'IFC 4 ou de l'IFC 2X3. Donc, c'est pas le format qui pose exactement un problème, même si j'aurais cru qu'il avait eu plus de choses à deviner dans le 2X3. Parce que dans le 4, on capitalise sur des sujets, notamment au niveau des adjacences. Ce qui m'a commenté, c'est que c'était surtout la qualité on va dire, de modélisation et de paramétrage d'export qui était importante, mais pas tant le format. Frédéric Jean, le bouton arrête en haut à droite qui a disparu. Maxime, c'est parce qu'on est en attente de petite finition. C'est ça, exactement. CPterm RE 2020, là, il a été livré fin juillet, là, la version que vous avez pu voir, et il y a encore beaucoup de finitions en cours, dont un gros sujet sur les ponts thermiques et le traitement des ponts thermiques. Donc, Maxime vous les a pas montré cet aspect-là parce que ça n'a pas été encore intégré et c'est en cours justement en développement ça. Ce qui n'empêche pas de faire les premières tests de calcul RE 2020, mais avec une saisie un petit peu plus fastidieuse que quand on aura ce traitement. Fanny qui nous demande, la SRT a disparu? Non, parce que pendant ta démo logicielle, on a dû voir ça. Pareil, ça fait partie de finition. Maxime? Ouais, c'est pareil, j'ai vu le texte. Oui, la SRT a disparu. Les textes d'aide qui apparaissent avec SRT, il faut qu'on l'enlève. C'est une reprise. On a définition. N'hésitez pas, je pense, Maxime, il faut que souci, les gens, dans leur test, support.france@cip.com, il faut nous remonter. Là, on est en plein dedans, hein, c'est encore en chantier. On a livré une première version, mais vous pourrez commenter des choses qui vous semblent. Il y en a plein d'héritages de RT 2012. Il faut qu'on aille fouiller un petit peu dans tous les textes d'aide notamment. Fabien, comment se réalise la saisie des ponts thermiques sur CPterm RE 2020? Max? C'est pareil, ce sera. C'est manuel, on peut le faire manuellement. Aujourd'hui, c'est manuel. Autrement, ce sera un développement qui est en cours là-dessus, mais je pense que avant janvier, on fera de toute façon un webinaire sur le logiciel avec une version bien plus aboutie sur cette partie. Alors ensuite, je continue sur les questions. Il est 11h58, c'est normal, il y en a beaucoup. On va aller sur donc. Attends, j'ai eu un. Sébastien, est-ce que le calcul HAP sera automatique réellement précis, même pour les zones sous 1,80 m? Je ne pense pas.
je pense qu'il faudra quand même, il sera précis parce qu'on aura la surface des locaux, en fait, pour le calcul de l'achat. Bon, on tient compte de la surface au sol du local, mais on n'aura pas cette déduction des 1,80. Donc, Non, il n'y a pas pour ça, d'incertitude. Ça n'a jamais été fait en automatique, ça, correct, dans CPCADMEP, ni dans CPTerm. Nous, on s'est détecté d'un space la surface en prise au sol et il faut être vigilant, effectivement, sur cette saisie. Il y a une détection automatique de ça, mais clairement, c'est une donnée d'entrée que vous devez être vigilant, et notamment si vous avez effectivement des rampants sous 1,80 m, il faut être vigilant sur ce critère-là. On peut pas faire cette détection. C'est pas simple en fait à faire en détection automatique, et même si on se lançait dedans, très certainement on n'aurait pas forcément beaucoup de succès. Donc il faut être vigilant sur votre paramètre de CHAB. Olivier qui nous pose une question, le module du CSTB changera-t-il au 1er janvier avec un effet de bombe logique? Donc, Patrick, est-ce qu'on a des dates de péremption là dans nos moteurs RE2020, comme dans les moteurs RT 2012? T'as pas ton micro, Patrick. Les dates de péremption pour les moteurs RT 2012 et avant RT 2012 ont été poussées à 2026. Ouais. Et la RE 2020, je crois qu'elle est fixée à 2030. Donc pas d'effet de bombe au 1er janvier. Ok. Le moteur tournera au 1er janvier de cette année et des suivantes. Sylvain Mansart, j'espère que vous allez simplifier la prise en charge des ponts thermiques. On en a parlé, effectivement, c'est pas du tout terrible, c'est pas du tout fini, c'est même pas presque commencé, donc ce que vous pouvez voir, donc c'est en cours. Lionel, transition entre RT 2012 et RE 2020, est-ce bien la date de dépôt de PC? Vous pouvez regarder, je ne vais pas vous le lire là, mais je l'ai devant moi, mais dans le décret. Ouais, c'est dans le décret du 29 juillet, la section 1, elle détaille que les dispositions s'appliquent à la construction, soit la date de la demande de permis ou l'exclusion, ou quand il y a eu signature avant le 1er octobre 2021 d'un contrat de louage d'ouvrage au sens de l'article 1787 du Code civil. Je vous laisse lire plutôt le décret, vous aurez la réponse section 1 du décret pour l'appliquer. Tu peux peut-être nous mettre un commentaire là en commentaire écrit ce que tu viens de dire. Je vais le mettre. Ouais. Donc, oui, vous inquiétez pas, Saïd, Frédéric, c'est enregistré. Vous trouverez ça dans la vidéo, dans le blog de BIM Server. Et au pire, si vous ne trouvez pas, vous nous écrivez à support.france@cip.com et on vous enverra le lien de rediffusion de la vidéo. Sébastien, ACV, comment le vérifiez-vous au PC? C'est aberrant, ne sachant pas comment nous allons isoler le bâtiment. Tout à fait. Et aujourd'hui, c'est pas encore, il n'y a rien encore qui précise qu'il faut un calcul. On n'a pas de texte qui précise qu'il faut un calcul ACV initial au dépôt de PC. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. On est d'accord, Max et Patrick. Moi, j'ai rien dit. Patrick, aujourd'hui, il n'y a pas encore de texte officialisant ce calcul au dépôt de PC. Ah, attends, micro. Je dis non, je vais relire les textes encore parce que c'est assez riche, mais il n'y a pas cette information. Et on n'a pas non plus l'information en bruit de couloir que ça serait le cas, donc à voir ce qui va être actualisé prochainement réglementairement. Mais... C'est ça. Alors, monsieur Schotterden, j'ai compris qu'un export IF7 puis CP quand même n'était pas valide pour Elodie by CP. Si, pourquoi? Max, il n'y a pas de problème particulier? Non, il n'y a aussi. pas de problème. Non, ça les mètres, tu as des mètres carrés qui sont générés dans CPCAN, est-ce que c'est ça qui évite les quantités? Normalement, ils y sont, oui. C'est plus la récupération du R7. C'est que quand on est avec CPTerm, on exporte sur VimServer.center, alors que si on est avec CPCANEP, le R7 il doit être envoyé manuellement dans Elodie. C'est la récupération du R7 qui va changer. Ok. Frédéric Vidal, CPTerm et plus sera-t-il mis à jour également pour la SED, STD? Alors, effectivement, on a eu CPCADMEP pour ceux qui connaissent nos outils. La vague des différents CPTerm, quand on s'est lancé dans une refonte, un retravail des logiciels autour d'un flux de travail OpenBeam. CPTerm RE2020, on est déjà sur une deuxième génération qui a l'ambition de pallier à peut-être des choses qui fonctionnaient pas forcément bien dans les premiers CPTerm.
Donc, c'est le premier d'une série, c'est ce qui m'est annoncé, en fait, où effectivement les autres différents IP termes seraient effectivement actualisés avec ces capacités de modeleur 3D intégré, de modèle analytique directement dans l'interface du logiciel, et toujours chacun avec sa spécialité de calcul. Donc, à suivre. Je pense pouvoir dire qu'il y aura peut-être une actualisation avant du sujet de calcul de déperdition. J'ai pas encore d'engagement là-dessus, mais on en parle avec les développeurs. Nicolas Rabat. Pour les parties en dessous d'1,80 m, il y a un coefficient de modulation au niveau des calculs, hein, effectivement, Max. Ouais, il y a le coefficient MB comble, mais dans l'interface de logiciel, du coup, on a rajouté une case pour que l'utilisateur rentre manuellement Ouais, la présence, en fait. Et puis, avez-vous une idée de la prochaine RE après la RE 2020? Patrick, dernière question, c'est pour toi. C'est quoi la prochaine réglementation? Mais c'est vrai que 2020, c'est fini. C'est tellement has-been 2020. A priori, on aura une nouvelle réglementation toute nouvelle en 2030, mais là, c'est vraiment c'est quasiment de la science-fiction pour le moment, 10 ans. Bon, déjà, appliquons celle-ci. Alors, j'ai 2-3 dernières questions juste et on va se terminer là-dessus qui étaient en non public. Loïc Valrève, excusez-moi si je prononce mal. Loïc, est-ce que les simulations paramétriques sont disponibles sur votre logiciel pour faire varier des paramètres, voir l'impact sur le BBO CEP? Alors, ça, on n'a pas son nom, effectivement. C'est tout. C'est la dernière question, je crois que j'ai. J'espère que j'en loupe pas. Il y avait juste Frédéric Vidal qui nous disait qu'il avait essayé l'export de CPKDMEP RT 2012. Et ça fond. Je pense que c'est un export en IFC en local. Du coup, il ne récupère pas les locaux. Donc, il faut faire un export, faire un export sur BIM Server, mais support.france@cp.com. Et puis. Il y a une question, Yves, de Elias Meto que tu avais oublié. Laquelle? Parce que du coup, je me suis peut-être mélangé les pinceaux. Le modèle analytique peut-il mettre à jour le modèle architectural après modification dans CPTerm? Oui, ok, ouais, effectivement. Alors non, parce que justement, c'est important de comprendre ça. Quand on récupère dans le modèle analytique, on prend le modèle géométrique issu de l'extérieur de Revit, Archicad ou de CBuilder ou CPCAD-MEP, qu'on l'importe et on génère un modèle analytique, en fait, s'établit en fait une relation maître-esclave, c'est-à-dire que le modèle géométrique initial, architectural, élément constructif, devient un nouveau modèle qui sont des surfaces, qui sont des arêtes, etc. Donc il y a une génération dépendante de ce modèle architectural. S'il y a des défauts, et c'est ce qu'a pu montrer peut-être Maxime, et qu'on fait une correction, on dit non, cette surface, elle n'est pas en contact avec l'extérieur, mais en contact avec le terrain, par exemple, on est en train de le faire sur le modèle analytique, mais sur une surface qui n'est plus un mur. Il n'y a rien à remonter dans le modèle géométrique, parce que le modèle géométrique, il ne sait pas, pour lui, c'est un mur. Donc, c'est deux modèles qui n'ont pas le même contenu d'information. En fait, il n'y a rien à remonter au modèle géométrique. Si on souhaite que le modèle géométrique soit changé en termes de géométrie, et on parle de géométrie, il faut en faire la requête à celui qui a fait, et il faut le faire dans le logiciel qui a généré le modèle initial. Donc si c'est vraiment fondamentalement un changement géométrique, il ne faut pas s'amuser à bricoler dans le modèle analytique, non, il faut le requérir et le faire. Donc, ajouter une fenêtre ou quoi, c'est dans le modeleur géométrique initial qu'il faut le faire pour ensuite actualiser. C'est-à-dire que l'actualisation, par contre, en relation maître-esclave, elle fonctionne bien. C'est-à-dire qu'on peut, une fois qu'on a fait un nouveau modèle géométrique, on peut actualiser dans CPTerm, mais réenvoyer des choses, enfin les trucs on va dans les deux sens dans le BIM, en général, il faut se méfier un petit peu de ce type de discours. On sait faire des actualisations unilatérales dans un sens, mais la bilatéralité, il faut se méfier de ce... Voilà, ça n'existe pas. Eh bien voilà. C'est bon. Sébastien, il dit, de toute façon, c'est la faute à Yacine, tout ça. Il a raison.
Très bien. Merci, merci à tous. On va vous laisser Merci à tous, là-dessus. Et puis, bien entendu, il y aura on vous informera pour la prochaine session dès qu'on pourra montrer plus de choses entre Cipéterm RE2020 et Elodie RE20. Merci à tous, bonne journée. Merci. journée. Au revoir. Au revoir.